On se tourne maintenant vers notre invité qui nous a rejoint. Bonsoir Anne Nguyen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc on le disait en début d'émission en te présentant chorégraphe. Je t'ai prévenu hors antenne, mais je le redis, la danse, c'est pas mon art de prédilection. Donc je suis un néophyte total. Donc on va apprendre plein de choses. Ça va être super. Et on va commencer par ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir chorégraphe? Jeune, tu étais très attiré par le sport. Tout à C'est ça? fait. Tu as fait de la gym? J'ai fait de la gym quand j'étais enfant, ado. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, du Viet Vo Dao, de la capoeira, du jiu-jitsu brésilien. Et en fait, je faisais pas de danse, moi, quand j'étais petite, parce que j'étais plutôt garçon manqué. Et j'avais un peu peur de danser, de montrer mon corps. J'avais l'impression que la danse, c'était synonyme de séduction, qu'il y avait un truc un peu difficile. Et c'est grâce au break. Donc en fait, moi, je suis rentrée dans la culture hip-hop par le biais du rap. Parce que j'écoutais des radios, justement, des radios un peu indépendantes dans les années 90. J'étais au collège, j'enregistrais mes petites mixtapes, je les donnais dans la cour de récré, enfin dans la cour du collège. Et Tu faisais du rap? pas du tout. Enfin, j'aurais non. bien aimé. D'accord. Mais j'en écoutais et je voulais être DJ plutôt, en fait. D'accord. Ah oui. Voilà. Et puis, évidemment, avec le rap viennent les clips. Et donc, je découvre le break par le biais des clips de rap. Je me dis, waouh, ça, c'est la danse que je veux faire. En fait, moi qui aime pas me mettre en valeur pour mon corps, parce que pour moi, c'était ça la danse, là, je peux faire de la performance, me mettre sur la tête. C'était des trucs que j'aimais bien faire. Je faisais déjà des acrobaties. Le côté un peu sportif de la danse, finalement. Ouais. Au final, c'est ça qui m'a vraiment décoincée. Et j'ai très vite commencé le break avec, en fait, en gros, un groupe de filles que j'ai rencontré dans un cours de capoeira au Canada, où j'ai fait une année d'études. Très vite, je suis rentrée dans le milieu des battles, j'en ai fait plein. Et il y a des gens qui m'ont conseillé de faire des auditions. J'ai été prise très très vite dans des compagnies de danse hip-hop contemporaine. Je suis devenue intermittente du spectacle. Donc je faisais mes études en parallèle, mais en fait finalement je commençais à travailler. Donc j'ai plus ou moins commencé à lâcher un peu les études. Et j'ai passé comme ça, on va dire, peut-être 3-5 ans en tant qu'interprète avant de monter ma compagnie en 2005, la compagnie Par Terre. D'accord. Et ça a été facile, entre guillemets, d'intégrer ce milieu. Est-ce que tu avais des amis qui en faisaient avant ou est-ce que tu y allais vraiment toute seule en postulant comme ça Pour les auditions, Oui. c'était pas très compliqué en tant que fille parce que je faisais beaucoup de choses acrobatiques, je tournais sur la tête, donc ça sautait tout de suite aux yeux, j'avais pas trop de mal à être Tu te démarquais, prise. quoi. Je me démarquais. Ouais. Par contre, le milieu des battles, c'est vrai que c'était très masculin, surtout à l'époque. Moi, je voulais m'entraîner au Forum des Halles à Châtelet où il y avait tous les danseurs des banlieues parisiennes qui se rejoignaient, parfois des gens d'ailleurs aussi. Et j'étais déjà passée 2-3 fois, mais j'osais pas y aller parce que je connaissais pas les gens. Et c'est une fois seulement que j'ai rencontré d'autres danseurs, justement dans des soirées, dans d'autres cadres, etc., que j'ai pu me sentir à l'aise. Et finalement, je me suis entraînée de nombreuses années dans des lieux comme le Forum des Halles, la Défense, la Gare de Lyon, le 104, la Gare Montparnasse. peut-être. Alors le 104, c'est venu bien après. Beaucoup plus tard, Oui. c'est ça. Ouais. Mais c'est ce type de lieu très ouvert. Parce que pour le coup, j'y ai vu pas mal de danseurs. Alors, a priori, est-ce que c'est la même danse ou je sais pas, mais en fait, ce genre de truc. À l'époque, au Forum des Halles, il y avait surtout des breakers. C'est la danse que je fais. Donc voilà, c'est la danse hip-hop primordiale, qui est née dans les années 70-80 à New York. Très acrobatique, qui se danse sur les breakbeats, donc très saccadé, assez rapide. Et à Châtelet, c'était surtout ce type de danse, mais il y avait des danseurs debout, comme on dit, donc plusieurs styles de danse urbaine, le popping, le locking, le hip-hop new style, à l'époque ça s'appelle maintenant hip-hop freestyle, la house dance, mais c'était surtout des b-boys, des danseurs de break. Et maintenant, par exemple, tu retrouves des lieux pareils où les gens viennent s'entraîner librement au 104 par exemple, mais il y a énormément de diversité. Quartier rue de Crimée, etc., dans le 19e. Dans le 19e, un lieu qui a été créé c'est un lieu culturel pour aussi. tous les arts. Oui. Et, art contemporain. Non, pas forcément. Il y a le théâtre, la danse, etc. Et moi, j'ai vu beaucoup de danseurs s'y entraîner. Oui, exactement, parce que c'est ouvert à la pratique libre. Il y a aussi des studios de danse pour répéter. Nous, on est souvent accueillis en accueil studio pour répéter là-bas. Et donc, c'est ouvert et les gens viennent s'entraîner. Mais là, c'est quand même assez différent de ce que j'ai pu connaître à l'époque au Forum des Halles, où on était vraiment les danseurs hip-hop et c'était très dur de s'intégrer si tu connaissais personne ou si tu n'étais pas déjà un peu danseur. Là, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus pluridisciplinaire. Tu as vraiment des gens qui font du roller, qui font de la salsa. Il y a vraiment de tout. Et quand tu dis, je me permets, puisque Bien sûr, j'ai le micro, n'est-ce pas? Quand tu dis danseur ou b-boy, tu notes beaucoup
le côté masculin omniprésent dans cette Alors moi, je suis une big girl. Est-ce qu'il y avait non, mais est-ce qu'il y avait beaucoup de big girls, ou alors est-ce qu'à ton époque justement il n'y en avait pas tant que ça, ou est-ce que quand tu nous parles d'il y a 20 ans, comment c'était, est-ce que ça a évolué? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les danses urbaines, ou les danses hip-hop, les danses urbaines afro-américaines, c'est les danses hip-hop, en gros. Donc dans les danses hip-hop, il y a plusieurs disciplines, et selon les disciplines, il y a quand même plus ou moins de filles. Et le break, c'est celle où il y a quand même le moins de filles. C'est pour ça qu'à l'origine, c'est surtout des b-boys, parce que c'est quand même une danse qui vient de la culture des gangs, qui se pratique à la base dans la rue, qui est assez acrobatique, conflictuelle, et où on peut se blesser. Il y a un certain engagement physique. Et les premières filles qui breakaient, de manière générale, c'était les sœurs, elles avaient un frère, un cousin, quelqu'un qui les amenait. D'une manière ou d'une autre, elles venaient pas toutes seules. Ouais. Pas forcément au gang, mais parce que souvent le hip-hop a permis aux gens de sortir des gangs, justement, dans des quartiers où il y a des gangs, ça permet de ne pas devoir payer un tribut ou rentrer dans la dynamique des gangs pour qu'on nous laisse tranquilles. Donc il y a beaucoup de danseurs, en tout cas dans ces pays-là, aux États-Unis notamment, qui sont entrés dans la danse pour ces raisons-là. En France, on n'a pas du tout la même culture. Mais en tout cas, il faut savoir que les pionnières aux États-Unis ou dans des pays identiques au niveau de la culture, c'est souvent des filles qui étaient protégées par quelqu'un. Et en France, le break, le hip-hop a quand même commencé dans les banlieues aussi. Et donc, c'est quand même une culture de rue. Il y avait déjà un peu plus de filles, je pense, que de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il y en a toujours eu peu. Cependant, déjà dans les autres danses, il y en avait plus. Puisque les danses de club, les danses plus sociales, qui sont moins dans la rue ou qui sont moins axées sur le battle, qui vont être des danses plus communautaires. Tu parles de danse de couple ou pas forcément? Non. Par exemple, les danses de club hip-hop ou les danses de club house, c'est des danses que tu vas pouvoir pratiquer en soirée. Et donc là, évidemment, il y a beaucoup plus de filles. Même si après, il y a des battles qui s'organisent aussi dans ce type de discipline. C'est aussi des disciplines où les filles sont très très représentées dans les cours de manière générale, et même d'ailleurs les filles sont très représentées dans les cours de danse et de hip-hop même à l'heure actuelle. Donc voilà, on a vraiment ce qui est dans la rue et puis ce qui est dans les cours ou ce qui est dans les clubs. Donc c'est des différents paysages. Après, aujourd'hui, dans le break, il y a plus de filles qu'avant parce que c'est devenu une discipline qui est beaucoup plus enseignée dans les cours. C'est un peu gentrifié aussi, c'est-à-dire que c'est pas la même population qui s'y intéresse, on peut avoir accès beaucoup plus facilement, il y a aussi des professionnalisations possibles, donc ça permet aussi aux parents d'accepter que leurs enfants fassent une formation professionnalisante en danse hip-hop, en break, etc. Ça fait moins il n'y a pas peur. beaucoup de débouchés, mais c'est pas du tout la même image qu'on avait dans les années 90-2000, pas du tout. Mais tu parlais des enfants, à quel âge on peut commencer à en faire dans la breakdance? Il n'y a pas d'âge. Hein. Ouais. De toute façon, la danse, de manière générale, plus tu commences jeune, plus c'est facile. Et d'ailleurs, normalement, tout le monde devrait danser. Tu regardes dans les sociétés traditionnelles, tout le monde danse, en fait, parce que la danse fait partie de la vie. Et les générations se rencontrent dans des événements où il y a de la musique, il y a de la danse. Tout le monde fait de la musique, tout le monde fait de la danse. Et on ne se regarde pas forcément en termes de performance. Et on ne se dit pas forcément « Oh là là, je ne veux pas danser parce que je ne suis pas danseur ». En fait, je suis sûre que même toi, Simon, tu es danseur, en fait. Alors, parlons-en. moi, j'adore danser, donc mais c'est le côté, je danse en soirée, quoi, mais c'est pas de l'art. Tu vois, c'est le côté danse en forme, de façon artistique où je connais pas grand-chose, voilà. Oui, je me déhanche, quoi. C'est bien, parce que ça part des hanches, de toute façon. C'est comme les arts martiaux. Si tu n'utilises pas tes hanches, ça ne marche pas. Quand commence l'art, j'imagine que c'est quand se déhancher et cette envie de déhancher en soirée, tu en fais une pratique très régulière avec de la technique, du travail. C'est peut-être là que ce serait la différence. Et que tu as un message à faire passer à travers ça. Oui, en tant qu'artiste, chorégraphe, etc., c'est sûr qu'il faut franchir quand même ce cap où tu prends conscience de ce que tu fais, où tu as envie de transmettre quelque chose, un message ou une énergie, des émotions. Ça peut être des choses très abstraites ou très claires. Mais la danse, ça peut aussi être une passion avec laquelle tu n'as pas envie forcément de faire un métier ou quoi que ce soit et que tu pratiques tous les jours parce que ça te fait du bien, tout simplement. Et c'est pas parce que ça va pas plus loin que t'es pas un danseur ou un super danseur, quoi. Mais c'est ça qui est marrant parce que si tu regardes c'est marrant comme la danse est vraiment présente dans la vie de tout un tas de gens, artistes ou pas, danseurs, quoi. C'est-à-dire que quand tu dis tu peux très bien pratiquer ça pour toi, pour ton plaisir, sans en faire un travail.
Bon, il y a quelques personnes qui, par exemple, écrivent des discours régulièrement. Mais globalement, quand tu écris, par exemple, tu en fais quelque chose. Ou alors, après, enfin, c'est plus rare les gens qui écrivent sans en faire quelque chose juste pour se faire plaisir. Ou, je me dis, c'est marrant parce que la danse, elle est présente. Combien il y a de personnes qui vont dire la même chose? Ah bah, moi, je suis pas danseur, j'ai pas ces capacités-là. Mais j'adore aller sur la piste de danse. Ouais, je pense qu'on a besoin de retravailler la terminologie. Qui est danseur, qui est pas danseur. Qu'est-ce que c'est un danseur? Il y a plein de différentes manières de danser et de voir la danse. Effectivement, si tu le vois comme un art, si tu le vois comme une passion, si tu le vois parfois comme un sport pour certains. Ouais. Voilà, il y a plein de manières. Mais en tout cas, moi, ce que je pense qui est important, c'est qu'il faut se rappeler que la danse, ça fait vraiment partie du patrimoine de l'humanité et qu'il n'y a pas longtemps, il y a même nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, ils dansaient très régulièrement et que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'être humain et donc on peut pas dire il faut être expert pour danser. Non. Ça c'est Non, dommage. ça c'est sûr, effectivement. Mais il y a différents niveaux, quoi. Exactement. Tu as aussi eu l'occasion de parler de danse, enfin d'écrire sur la danse, Ouais. parce que tu as été journaliste. Notamment, tu as été rédactrice en chef de la section danse du magazine Graph Hit. Est-ce que toi, tu voulais le faire ou est-ce qu'on t'a proposé et du coup, tu as accepté? Quelle était l'idée derrière ça? Alors moi, j'aime beaucoup écrire, justement. D'accord. Depuis que j'ai 8 ans à peu près, j'écrivais des poèmes, j'ai écrit pas mal de petites nouvelles, des rêves. Ça me fait du bien d'écrire. Et quand je me suis blessée à un moment, je pouvais plus danser. J'ai commencé à écrire des poèmes sur la danse, des très très courts poèmes en prose que j'ai appelé le manuel du guerrier de la ville. C'était un petit recueil comme ça que j'avais fait, qui décrit un peu les sensations qu'on peut éprouver en dansant, le lien entre le corps, l'architecture, la vie moderne, l'anonymat, voilà, plein de choses comme ça. Et puis ça, je l'avais fait lire à un chorégraphe avec qui j'avais travaillé, qui a été un peu mon mentor, qui s'appelle Faustin Linicula. C'est un chorégraphe qui vient de Kisangani en RDC. Et donc j'étais son interprète pour un spectacle. Je lui ai fait lire, il m'a dit waouh, vraiment c'est super, faut que tu les publies et faut que tu fasses un spectacle avec ces poèmes. Et c'est comme ça que j'ai créé ma compagnie en 2005, parce que j'ai fait mon premier spectacle, c'était mon solo, ça s'appelait Racine Carrée. Et il y avait 5 de mes poèmes qui étaient lus sur la bande-son. Et donc, c'était vraiment comment, en fait, la forme du cercle qui représente la vie, la révolution, les choses qui changent, l'organique, se confronte à l'espace carré de la scène, représenté par le carré, ce qui représente aussi la civilisation, tout ce qui est normé, etc. Et en fait, l'opération de la racine carrée, pour moi, dans ma tête, qui fait des études de mathématiques aussi auparavant, c'était vraiment comment on arrive à non pas transposer ce qu'on fait dans la rue, dans la vie, de manière naturelle, la danse traditionnelle, le cercle primordial du hip-hop, le cercle primordial des danses traditionnelles, dans un espace très normé qui est la scène, avec une frontalité, une boîte noire, des directions, des normes, des choses qui viennent de l'histoire aussi. Et donc voilà, c'était tout le travail que j'ai fait. Donc il y a toute une réflexion sur le développement de mouvements centrifuges en ligne, en courbe, le rapport au spectateur, le rapport à l'espace, la symbolique de la ligne, les différentes symboliques entre la géométrie et la perception. Donc, bref, pour revenir à ta question, j'ai proposé au magazine Graphite, qui était un magazine hip-hop pluridisciplinaire à l'époque, c'était surtout graffiti, rap et DJing, de publier mes poèmes. Ils ont accepté, donc j'ai publié mes poèmes pendant assez longtemps, c'était trimestriel, donc par numéro pendant de nombreuses années. Puis au fur et à mesure, ils ont eu envie d'ouvrir une rubrique danse. Et comme je faisais beaucoup de battles, je jugeais pas mal de battles, je voyageais dans plein de pays, j'ai proposé au bout d'un moment de la prendre en charge. Et j'ai eu jusqu'à 15-16 pages, avec parfois des articles que je commandais à d'autres aussi. Et donc j'ai fait des reportages au Congo, en Hollande, en Angleterre. J'ai fait des reportages sur des battles aussi. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et j'ai interviewé aussi beaucoup de danseurs. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé certains interviews. C'est vrai que ça m'a aussi beaucoup formée, parce que j'ai fait beaucoup d'interviews pour ce magazine et puis pour moi aussi. Et j'ai gardé toutes les cassettes audio de ça. Et j'ai appris beaucoup de choses, parce que j'ai rencontré des gens d'une génération avant moi aussi qui sont beaucoup exprimés. Et puis moi, je retranscrivais tout, j'essayais de synthétiser. Donc ça a fait vraiment évoluer aussi mes connaissances et ma réflexion. Ça t'a servi comme ça d'inspiration aussi. Moi j'adore parler aux gens et comprendre leurs ressentis, surtout les artistes, quoi. C'est super enrichissant. D'accord. Et donc tu as monté ta compagnie en 2005. Oui.
le but, c'était vraiment de créer tes propres spectacles et de... À la base, je voulais juste faire un solo, moi. Ah bon? Parce que je voulais pas, en fait, comme j'étais dans des groupes de break, on faisait avec des garçons. J'étais la seule fille, d'ailleurs, pour revenir. On était souvent une seule fille par groupe, et puis les filles, c'était un peu les mascottes, donc on était un peu mises en compétition. Mais aussi en compétition. Entre vous, tu veux dire? Ouais. Oui, difficile de faire sa vraie place comme après, les ça autres. dépend quelle place. T'as facilement ta place de mascotte dans ton groupe, il n'y a pas de problème. Mais par contre, du coup, c'est vrai que les filles étaient entre elles un peu dans une espèce de relation un peu conflictuelle, artificielle, qui après s'est vite estompée, je pense. Mais donc, quand j'étais dans ces groupes de break, quand on préparait des battles, de plus en plus, quand les battles ont évolué sur la scène hip-hop en France, qui a beaucoup développé les battles, il fallait faire des combinaisons, des chorés un peu pour marquer des points et gagner des battles. Et donc, moi qui étais dans des groupes, par exemple le groupe Deaf Dogs, où c'était que des gens qui étaient hyper individualistes et qui avaient vraiment leur propre style, ils détestaient faire des chorés. Et donc, à chaque fois qu'on voulait faire une choré, ça mettait 1 heure pour faire 8 secondes, quoi. Et donc, j'avais vraiment pas envie de chorégraphier. Parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Yeah, j'imagine. Voilà. Et donc, en fait, au final, je voulais juste faire un solo. J'ai monté la compagnie pour pouvoir me faire payer pour faire mon solo. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des danseurs d'autres disciplines, notamment des lockers. C'est un autre style de danse hip-hop encore plus ancien, de danse urbaine, en fait, funky, avec qui j'allais en soirée, on allait dans des concerts de funk et tout ça. Et qui faisaient un petit spectacle dans les concerts. Et au fur et à mesure, ils m'ont demandé de les aider à améliorer le spectacle. Donc, on l'a fait. Comme ça s'est bien passé, ils m'ont dit, ah bah tiens, on a un autre spectacle, tu peux nous aider. Je les ai aidés, ça s'est bien passé. Et puis, ça m'a donné envie, en fait, comme je me suis sentie à ma place, en fait, en tant que metteuse en scène, entre guillemets, chorégraphe, ça m'a donné envie de continuer. Et puis, depuis, j'ai créé plus de 20 spectacles. Voilà, donc en fait, quasiment un par an, une vingtaine Parfois de spectacles plus, en 20 ans. Ouais. On imagine le travail que ça doit être en répétition, en écriture. Ça s'écrit un spectacle de danse? En fait, le travail est différent selon le parti pris, par exemple le type de danseur. Est-ce que tu prends des danseurs d'une même discipline et du coup, ils ont déjà des points communs et donc toi, tu vas aller chercher dans la matière, tu vas creuser un peu et tu vas les rassembler avec des choses communes à tous et du coup, il faut que tu arrives à les pousser aussi dans leur discipline et il faut être très clair sur des choses comme les directions, les timings, le propos. Ou est-ce que tu prends, par exemple, des danseurs de disciplines différentes? J'ai déjà fait ça avec notamment le spectacle À mon bel amour en 2019, où il y avait 8 danseurs, dont popper, des danseurs de walking, de voguing, de crump, danse classique et danse contemporaine. Ah oui. Alors, ça n'avait rien à voir. Et en fait, c'était un spectacle qui parlait de la diversité. Et de comment, en fait, on peut être soi-même avec les autres sans être obligé de faire des concessions, de ressembler à l'autre, mais tout en dialoguant avec lui et comment on s'influence mutuellement. Donc, c'était un super spectacle. Et là, c'était un travail totalement différent parce qu'il fallait trouver des manières de se faire rencontrer les danseurs qui avaient parfois vraiment des manières d'utiliser l'espace, le corps, le regard différents. Oui, est-ce que tu creuses sur un art spécifique ou une danse spécifique? Donc, par exemple, tu les prends tous de la même danse, ou est-ce que tu creuses sur l'humain, ce spectacle-là, l'humain, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est passionnant. Donc j'ai plein de différentes manières de travailler et selon les manières de travailler, il y a des choses qu'il faut plus ou moins préparer. En tout cas, ce qu'il faut, c'est toujours être très très à l'écoute. Et moi, j'aime pas trop projeter à l'avance. J'ai besoin d'avoir les gens devant moi, de les voir interagir pour comprendre les liens qu'ils ont entre eux et comprendre comment moi j'ai envie de les mettre en avant pour le spectateur. Pour faire le lien, quoi. Ouais. Mais en vrai, le travail le plus compliqué quand tu as une compagnie de danse, quand tu es chorégraphe, c'est pas le travail sur le plateau, c'est tout le travail de production derrière, tout ce que ça implique. Oui. Parce que vraiment, donc ma compagnie, on se produit et on est vraiment c'est une association, donc on est vraiment sans arrêt dans la recherche de subventions, de prospection, etc. Et ça se voit pas trop, mais c'est vraiment un travail chronophage et exigeant. D'accord. Et vous êtes combien, du coup, dans la compagnie, on va dire, à gérer ce côté, justement, très administratif? Ouais, moi, j'ai commencé seule avec ma cousine, tu vois. D'accord. On était quasiment bénévoles pendant 3 ans. Et maintenant, j'ai 4 personnes qui travaillent pour la compagnie par terre en plus de moi. D'accord, Ouais, très bien. donc Donc, quand il même, faut c'est au pas moins mal. ça pour justement faire tout le travail de C'est un choix. Il y a des gens qui prospection. font différemment. Mais nous, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est action de terrain. Donc des cours, des projets avec des amateurs, etc. En général, c'est lié aussi à des partenariats qu'on a avec des théâtres qui nous proposent aussi de quoi répéter, de quoi payer les artistes. Mais ça devient nécessaire aujourd'hui pour que chacun puisse remplir ses missions par rapport à ses propres tutelles. Et donc, ça nécessite beaucoup de gestion et notamment de l'équipe de production derrière.
D'accord. On l'a dit, 20 ans. Du coup, la compagnie Par Terre a fêté ses 20 ans cette année. Oui, en 2025. Voilà. Et puis, vous avez fait le tour du monde. Quasiment. Alors, moi, j'ai noté. Alors, à la louche, j'ai envie de dire. New York, Londres, Vienne, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh Ville, Kinshasa, Brasilia. Donc, on est sur tous les continents. Ah oui. Ouais, carrément. Adélaïde aussi. Adélaïde, en Australie. Berlin, ouais. beaucoup. Ça confirme le côté universel de la danse, justement. T'as pu t'en rendre compte en travaillant dans ces différents pays? Oui, non, mais c'est sûr que la danse, ça, c'est magique, c'est un langage universel, comme tu dis. Ça peut parler des émotions, ça peut parler du relationnel, ça peut parler du social, du politique, du philosophique. Chacun va le percevoir selon le prisme par lequel il voit les choses. Effectivement, c'est une belle manière de dialoguer avec d'autres cultures ou de montrer l'universalité, justement, de l'être humain et de l'art. Est-ce que toi, tu crées un spectacle et ensuite tu fais une tournée avec? Ou est-ce que tu crées un spectacle parce que tu sais que tu vas jouer dans tel pays et que tu t'inspires de la culture du pays? Je peux avoir des commandes où je fais un spectacle pour un cadre spécifique, mais c'est quand même assez rare. Là, généralement, vraiment, je produis mes spectacles avec une idée en tête et après, on communique dessus et les gens le reçoivent si ça correspond à leur projet. Et vous aussi. allez vous produire là où justement Là où on nous invite. Hein. on vous invite Ouais. à jouer ce spectacle. Et donc, Exactement. j'imagine que quand tu reçois effectivement des mails, ou enfin je sais pas trop comment ça se passe, de Kuala Lumpur ou de Kinshasa ou de Brasilia, tu te dis mon spectacle il a touché à l'autre bout de la planète, quoi. Oui. Alors, il y a parfois des relations avec des artistes ou des gens que tu connais dans les autres pays, mais c'est vrai que pour l'étranger, on a quand même la chance en France d'avoir un réseau institutionnel qui marchait bien. J'espère qu'il va continuer à marcher. Par exemple, avant, les instituts français, donc qui propagent la culture française à l'étranger. À l'étranger, ouais. Voilà, et puis il y a aussi plein d'autres organisations en France qui aident à la diffusion des spectacles et qui sont très très importantes, qui malheureusement aujourd'hui, pour la plupart, perdent de plus en plus de fonds, etc. Mais je pense que c'est important de reconnaître leur importance. Oui, tout à fait, exactement. L'importance de tout ce travail de promotion de la culture et pas se reposer sur ses lauriers en disant la France, pays de la culture, point barre, et hop, on passe à autre chose. Ça se travaille, disons que ça se... On a vraiment une grande richesse culturelle ici et je pense que si... Il faut l'entretenir, quoi. Si les politiques et les institutions s'en réemparaient, on pourrait faire de très belles choses. Exactement. Bah écoutez, c'est... Oui. Dans les spectacles que tu faisais à l'étranger comme ça, c'était des spectacles différents à chaque fois, que tu adaptais à la... Non, j'adapte pas. Non. Pas. Et comme il n'y a pas de... En général, il n'y a pas de paroles. J'en ai où il y a un ou deux où il y a des paroles, mais en général, ils ont tourné dans des endroits francophones. Donc, non, c'est bien. Ça permet de s'adresser à tout le monde. Parfois, je traduis le titre ou voilà, on va traduire la petite présentation, mais... Mais ce n'était pas un spectacle différent à chaque ville étrangère? Non, moi, en général, quand je crée un spectacle, il va tourner, par exemple, 3 ans, 5 ans, 10 ans, pour ou 15 ans pour certains. Ah oui. Et donc, par exemple, en ce moment, j'en ai 4 qui tournent, 4 différents. Et donc, il y a des lieux qui vont inviter tel spectacle parce que ça correspond à leur budget, à leur politique, à leur économie, à leur envie de montrer cette chose-là à ce moment-là. Et en parlant de la France, tu es toujours artiste associé dans des lieux. En quoi ça consiste d'être artiste associé? Tu as par exemple été artiste associé au Théâtre National de la Danse à Chaillot. Oui. Est-ce que c'est la même chose que d'avoir une résidence? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En tout cas, nous, en général, quand on dit qu'on est artiste associé, c'est qu'on a un vrai partenariat sur plusieurs axes avec un lieu. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je suis associée en ce moment à l'Opéra de Massy. Voilà. C'est pour ça, entre autres, qu'on s'est rencontrés. Exactement. Je suis aussi associée à la Manufacture de Bordeaux, La Rochelle, en Aquitaine, au Théâtre des Deux Rives à Charenton, au Théâtre des Bergerets à Noisy-le-Sec, au Théâtre Molière à Sète, qui est une scène nationale. Donc voilà, il y a plusieurs lieux et chacun, à son échelle, fait un travail à la fois sur la production, c'est-à-dire qu'ils vont m'aider à payer les répétitions quand je crée un spectacle, payer les danseurs, payer les frais techniques, les hébergements, etc. Ils vont présenter les spectacles pour leur public, donc ils vont les diffuser et généralement aussi faire ce qu'on appelle de l'action culturelle, de l'action territoriale. Donc on va travailler avec les publics, soit pour créer des spectacles, soit juste pour faire de la sensibilisation, des cours, des rencontres, des bords plateaux, des choses comme ça. Donc en général, ces 3 missions correspondent aussi aux missions des lieux, des théâtres, de services publics pour qu'eux-mêmes, ils puissent recevoir aussi l'argent de leur tutelle, par exemple le ministère, la DRAC, la région, des choses comme ça. Donc en fait, on travaille en collaboration pour que chacun puisse fonctionner. Ce fameux travail dont tu parlais tout à l'heure, qui est tout le travail derrière, quoi, la face cachée de l'iceberg. Exactement. Pour produire ton spectacle. En fait. Voilà, nous, on n'est pas dans un système privé où j'ai plein d'argent parce que mon mari est milliardaire
Ce qui n'est pas le cas, parce que Ou pour j'ai pas plusieurs d'argent raisons. et du coup 6 mois après je ne fais plus ce métier. Voilà, aussi. Et donc, du coup, on est vraiment dans quelque chose où on doit sans arrêt penser comment on va financer la suite et on ne doit pas perdre d'argent si possible, Ouais. même si on n'en gagne pas beaucoup, mais on doit au moins rentrer dans nos frais, payer tous les artistes, payer l'équipe de production. Et donc, ça, c'est le fonctionnement de la plupart des théâtres, de la plupart des compagnies. Mais il y a aussi des compagnies plutôt privées qui elles, ne voient pas la dépense et se disent qu'ils vont tellement tourner qu'ils vont reprendre de l'argent derrière. Mais nous, on n'est pas très, très cher. En fait, on essaie de correspondre aussi au service public. Et si tu veux faire du service public, tu peux pas faire des spectacles hyper chers avec des places à je sais pas combien. Oui, bien sûr, évidemment. Et comment ça se passe dans ce cas-là? C'est toi enfin, c'est les lieux qui te contactent ou ça peut être dans l'autre sens aussi? Bah, écoute, le premier lieu auquel j'étais associée, c'était le théâtre de Tremblay en France en 2009. C'était des personnes avec qui j'avais déjà travaillé depuis un moment et qui avaient repéré mon travail, qui s'étaient dit qu'on pouvait sûrement faire des belles choses ensemble. Donc, souvent, c'est la première pierre à l'édifice qui est dure. C'est dur d'avoir cette première impulsion. Et après, bah, en général, les gens voient ton travail et te font de plus en plus confiance. Donc, finalement, ça se fait un petit peu... Par le bouche à oreille, le réseau aussi. Par les rencontres. Quand tu tournes, tu rencontres toujours un peu les mêmes gens. Et quand on a des projets communs, en général, un jour ou l'autre, on collabore, quoi. Et donc, pour toi, le fait d'être actuellement... du coup, si j'ai bien compté, ça fait 5 lieux dans lesquels tu es artiste. Actuellement, je crois, sauf si j'en ai oublié un. Massy, Charenton, Bordeaux-La Rochelle, Noisy-le-Sec, il y en avait un 5e. Et le Théâtre Molière à 7. Voilà, c'est ça. Et pour toi, ça consiste en quoi? C'est-à-dire que tu y vas régulièrement Franchement, ça dépend vraiment des lieux. Par exemple, en ce moment, je suis à l'Opéra de Massy. Là, j'étais en répétition avant de venir chez vous. Ouais. Voilà, et donc là... on vient de créer un spectacle là-bas pour lequel on a été en résidence, on a fait de la technique, on a fait les premières, on a fait des actions avec des jeunes pour faire un petit bal festif à la fin, etc. Donc il y a plein de choses. Et puis là, j'y étais encore en ce moment parce que on prépare un opéra où je suis en co-création avec d'autres, avec un metteur en scène, etc. Voilà, tu es la chorégraphe. Pour une fois, c'est pas moi l'auteur du spectacle. Voilà. Donc c'est les Pêcheurs de perles de Bizet. Exactement, qui vont être... Alors, on vous le dit, c'est complet. Mais on vous le dit quand même. C'est ce vendredi, donc le vendredi 7 novembre et le dimanche 9 novembre. Voilà, deux représentations des Pêcheurs de perles, donc de Bizet, un opéra qui date, je crois que je l'ai noté, 1863. L'histoire une histoire qui a l'air assez simple comme ça, vu de mon niveau. C'est deux amis ça se passe à Ceylan, c'est l'ancien nom du Sri Lanka. C'est ça. Et deux amis qui sont amoureux de la même femme. Voilà, en gros. C'est le résumé. C'est les passions humaines, quoi. Voilà, comme les opéras, en fait, qui racontent toujours des histoires universelles. Mais assez simple, ouais, finalement. Mais très basées sur les émotions, les passions. Et donc, comment tu as travaillé justement sur... toi qui as l'habitude d'avoir une compagnie où tu crées tes spectacles, où tu les écris, où tu les penses de A à Z, comment c'est de faire la chorégraphie d'un opéra qui date d'il y a plus de 150 ans? Alors... la mise en scène est faite par Éric Pérez, donc c'est quand même lui qui a... C'est vraiment une collaboration. C'est vraiment une collaboration. Étroite, Ouais, là vraiment, on s'est vu avec Éric. Lui, il avait déjà mis en scène l'opéra ailleurs, donc on a regardé ce qu'il avait fait et il m'a dit où est-ce qu'on pouvait intégrer de la danse et on en a discuté et moi j'ai proposé des choses. On les a intégrés à la mise en scène et là on est en train de finaliser ça se passe très bien d'ailleurs. Qu'est-ce que tu y trouves toi comme... Il y a un côté moderne quand même sur cet opéra où toi tu y apportes de la modernité par ta chorégraphie? Je pense qu'Éric apporte déjà pas mal de modernité et d'abstraction parce qu'effectivement comme tu l'as dit c'est quelque chose qui est à la fois un peu historique et très passionnel donc il a ramené pas mal d'abstraction. Alors il y a 3 danseurs qui sont dans ma dernière création Witch Hunting, donc des crumpers et poppers. Et puis 3 breakers, donc b-boy, c'est la danse que moi je fais aussi. Et donc ces 2 danses qui sont vraiment assez rues, à la fois dans la performance, dans la culture de la rue, des gangs souvent. Donc il y a quelque chose d'assez conflictuel qui dénote pas mal avec ce qu'on peut connaître traditionnellement des Pêcheurs de perles, puisque c'est plutôt des danseurs traditionnels indiens qui sont sur ce ballet à la base. Mais bon, ça a été mis en scène de plein de manières différentes. Il y a déjà eu beaucoup de réinterprétations. Mais là, en tout cas, ça donne un sacré décalage, mais qui est intéressant parce que de toute façon, je pense que la place des danseurs dans la mise en scène qu'a fait Éric, c'est plutôt de représenter des émotions, des choses comme ça. Donc finalement, voilà, comme on disait, la danse est universelle, les émotions aussi.
Et ça se marie bien. Après, par rapport à ta question sur l'ancien, le nouveau, comment je trouve ma place, La musique date vraiment de 1863. Donc là, il faut que tu crées des mouvements, enfin de la chorégraphie sur une ancienne musique. Donc on imagine qu'il y a un peu un choc des cultures entre la musique de 1863 et les breakers. Et est-ce que dans un opéra, je crois savoir que dans un ballet classique, il y a des mouvements qu'on retrouve, je sais pas, je pense je sais plus comment ça s'appelle, mais les petits pas dans le lac des Cygnes, non, ou le mouvement... Les entrechats, oui, ou non, mais les grands jetés. Le mouvement que, en tout cas dans la danse classique, ce qu'on peut lui reprocher d'ailleurs, c'est que c'est vachement figé ou que tel ballet... Codifié peut-être plutôt, c'est très codifié. Oui, oui, c'est ça que je voulais dire, tu as raison, codifié plutôt que figé, mais que tel ballet, on va retrouver... Tel passage à ce moment-là, tu sais, les danseurs ou les danseuses classiques... Il y a une notation et on essaie de reproduire parfois. C'est tout à fait ça que je voulais demander. Est-ce qu'il y a une notation de laquelle on part quand on fait danser pour un opéra, puisqu'au départ, ce qui est transmis pour l'opéra, c'est le texte et les partitions, en fait. Oui. Là, en l'occurrence, Eric avait déjà monté cet opéra sans danse et il m'a pas donné de contraintes. Donc tu as créé de toutes pièces. Oui, c'est ça. Génial. Voilà, c'est vraiment la liberté du metteur en scène. Et puis moi, j'ai pris ma liberté aussi dans ce qu'il m'a demandé de faire. Mais par rapport à la musique et le fait qu'elle soit ancienne, existante, en fait, même nous, en fait, quand on écoute n'importe quelle musique, ça donne un cadre à la musique de toute façon. Oui. Là, ce qui est peut-être plus difficile, c'est que c'est pas une musique où on peut compter. Enfin, on peut compter en fait, mais c'est pas une musique hip-hop. Donc, pas le même rythme. Il y a des chants, il y a des chœurs, donc on est vraiment obligé de se chanter les choses pour faire les mouvements. Donc c'est un travail super intéressant, mais on a la musique dans la tête tous les soirs après les répétitions. Un classique. Voilà. On imagine. Et au-delà donc de cette actualité vraiment toute, parce que c'est cette semaine quoi, le dernier spectacle de la compagnie, c'est Witch Hunting. C'est ça. Comment est né ce spectacle? De quoi tu es parti? D'une idée, d'une rencontre? Alors, Witch Hunting vient d'être créé justement à l'Opéra de Massy en octobre 2025. En fait, j'ai créé déjà plusieurs pièces récemment, et notamment 2 pièces qui tournent encore à l'heure actuelle. La première, c'est Matière Première. Matière Première avec des S entre parenthèses à matière et à première. C'est un spectacle de danse urbaine et traditionnelle africaine. D'accord. Donc c'est 6 danseurs qui viennent de différentes cultures traditionnelles et urbaines, en général les deux en même temps. Ils ont différents héritages africains. Ils vivent tous en région parisienne. Et en fait, on a fait un espèce de ballet comme ça de ces danses. Ces danses, il y en a plusieurs. Et j'ai un propos très politique sur l'Afrique, le lien avec les matières premières, comment l'exploitation des ressources est liée à la violence et aux politiques qu'on peut mener dans ces pays pour les garder sous contrôle et pour pouvoir extraire en gros leur richesse. Oui. Et en fait, c'était un spectacle quand même qui parlait de l'Afrique avec des danseurs de cette discipline-là. J'ai fait un autre spectacle aussi plus récemment qui s'appelle Superstra. C'est un terme de linguistique, ce qui désigne les traces laissées dans une langue par d'autres langues. Et donc en fait, là aussi, c'est un danseur africain traditionnel et urbain. Et je parle de l'héritage des danses traditionnelles dans les danses afro-américaines, donc les danses hip-hop. Et donc en gros, en ce moment, je faisais tout un travail sur l'étymologie de la danse hip-hop, ses racines africaines à travers l'esclavage, la créolisation des danses sur le territoire américain, à travers des populations déracinées qui se sont rassemblés avec des bribes de culture qui leur étaient restées et ont créé une grammaire commune et ont su transmettre, continuer à pratiquer ces choses universelles et essentielles pour l'être humain. La danse, le fait d'être ensemble, de faire de la musique, de partager des choses. Et donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que en fait, j'ai créé ces pièces dans le cadre de l'arrivée du break aux Jeux Olympiques en 2024, parce qu'il y avait tout un discours sur le hip-hop. 30 ans, c'est les 30 ans du hip-hop, je sais pas quoi, des choses comme ça. Et puis, est-ce que c'est un sport, est-ce que c'est un art? Alors que moi, je suis arrivée avec un propos tout autre en disant... le hip-hop n'a pas 30 ans, le hip-hop vient des danses traditionnelles. Il y a toute une culture derrière, toute une histoire. Et donc, c'était important pour moi de montrer cette universalité et cette continuité et l'importance de penser à nos racines, etc. Mais là, dans Witch Hunting, j'ai voulu retravailler sur la diversité et le mélange des cultures parce que je voulais pas qu'on pense que je fais que des spectacles sur l'Afrique.
Tu vois, même si c'était contextuellement, c'était hyper important pour moi de le faire à ce moment-là. Ouais. Là, dans Witch Hunting, j'ai voulu mélanger les danses africaines traditionnelles et urbaines. Donc, il y a 2 danseurs qui sont dans le spectacle matière première, donc des danseurs traditionnels et urbains africains. Il y a des crumpers. Je pense que tu veux que je t'explique le terme. Je veux bien. Si tu veux, je te montrerai après l'émission comment. Non, je sais pas crumper, mais bon. Voilà. Et il y a aussi un danseur de hip-hop, de popping. Et donc, en fait, ils représentent chacun des moments différents entre tradition et modernité, et puis des espaces géographiques différents entre tradition et modernité, entre le continent africain, le continent américain, donc les danses transmises par les Afro-Américains et qui ont après été aussi créolisées avec d'autres influences évidemment, et puis notre vision aussi qu'on en a en France. Donc en fait, ça me permet moi de travailler sur toute cette espèce de hiérarchisation qu'on peut avoir entre les danses. Souvent, je sais pas, hein, vu que tu as pas forcément de jugement sur la danse, mais je pense que de manière générale, on a quand même un jugement sur les danses traditionnelles qui sont quelque chose de passé, qui n'est pas forcément propre à faire de l'art, ou alors qui doivent être transformées pour faire de l'art, et qui seront plus, on va parler de folklore, on va parler de conservation du patrimoine, etc. Mais on va pas forcément se dire que tel quel. Danse régionale, territoire. Voilà, exactement. Ouais. Ou alors danse pour touristes aussi. Pour les danses qui viennent d'autres pays. C'est vrai que le folklore, ça, c'est pas très... Le mot, il n'est pas fou. Le mot, il n'est pas valorisé. Je préfère dire danse traditionnelle. Voilà. Ou voilà, un rapport à l'ancestralité, à l'héritage, des choses comme ça, même au conservatisme. Et après, tu as, dans cette hiérarchisation, tu as ce qu'on en a fait avec le hip-hop, donc le hip-hop, le popping, donc il y a un danseur de popping qui représente la vision des années 60-70 qui est arrivée après. Et tu as le crump, donc, qui est une danse assez récente, qui est née dans les ghettos de Los Angeles dans les années à peu près 90-2000, et qui est vraiment une danse des ghettos, de gangs. Donc c'est une espèce de résurgence de ces espèces de communautés qui sont un peu hors système et qui créent leur contre-culture et qui ont vraiment où on sent à la fois l'intention et les racines de choses très profondes. Et donc il y a cette espèce de différents niveaux entre guillemets d'une chose qui se transforme, que je mets côte à côte. Voilà, ce qui est logique, c'est que ça se transforme un peu comme les langues, un peu comme dans les cultures, les choses se transforment et sont influencées par différentes cultures et ça se mélange et voilà. Et il y a un côté quand même, toi tu me dis si je me trompe, je tente une explication. Je sais pas si j'ai la réponse moi. Tu veux recréer, le but ce serait de recréer cette intemporalité de la danse et de se dire, plutôt que d'en rester au côté le folklore c'était avant, aujourd'hui ce qui est à la mode entre guillemets c'est le break, c'est le hip-hop et tout ça. Et ben toi tu dis tout ça ne fait qu'un. Exactement. Et justement, le but, c'est de remettre les danses soi-disant à la mode aujourd'hui, refaire le lien avec celles d'avant et de dire que finalement, tout ça doit être pris dans son ensemble. Voilà, et que pour faire du moderne, il faut connaître ses racines aussi. C'est important de ne pas faire les choses par imitation, mais même si on commence par faire les choses par imitation, de se demander comment elles sont arrivées là. Et c'est ça qui t'enrichit et qui te permet d'être encore plus subtil et de créer vraiment, de comprendre l'évolution des choses. Et puis avec un vrai respect justement pour toutes ces générations qui ont construit ça, plutôt que d'avoir ce mépris de dire, ce qui est à la mode, c'est ce qui se passe maintenant, et puis tout le reste, faites ça dans vos coutumes à vous, et puis nous, ça ne nous intéresse pas, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, ça me permet de faire aussi un parallèle avec les problématiques de l'immigration et de l'intégration. Donc en France, je pense qu'on est quand même pas mal encore bloqué par rapport à ça. Ouais. Et donc, en plus, comme les danseurs, eux, ça se voit au niveau phénotypique qu'il y en a qui sont arrivés en France récemment ou qui viennent de mélange, etc. Donc du coup, même si le spectateur n'est pas censé forcément regarder ça au premier abord, mais moi je joue quand même avec cette possibilité d'interprétation pour avoir toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on est en fait, qu'est-ce que toutes ces différentes couches d'immigration ou d'apport de différentes cultures dans notre nation, la France, peuvent créer ensemble, et comment on interagit les uns avec les autres, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on met sur le côté, ou comment on peut réhabiliter aussi le regard de chacun envers l'autre. Et donc, dans le spectacle, j'utilise pas mal de symboles qui font penser à la nation française, notamment à travers les couleurs du drapeau. D'accord. Qu'on retrouve sur les danseurs, donc de manière on s'en rend compte de manière assez progressive, et à travers la musique.
Donc, donc c'est une musique qui est créée. Donc, c'est 2 compositeurs avec qui j'ai déjà travaillé, qui sont Grégoire Letouvet et Pierre Demange. Donc, piano préparé, synthé, etc. Et percussions, notamment africaines, mais aussi jazz, etc. Et en fait, on a réinterprété pas mal de musiques qui sont symboliques de notre identité. D'accord. On en écoutera peut-être une à la fin. Oui, tout à fait. Ce sera notre dernier mot musical. Voilà. Et bon, il y a aussi un des danseurs de Krumper qui a rajouté sa touche parce qu'il y a aussi des musiques de Krump à l'intérieur. Mais en tout cas, pourquoi j'ai appelé, je fais le lien, le spectacle s'appelle Witch Hunting parce qu'en fait, Witch Hunting, c'est la chasse aux sorcières. Et en fait, cette idée de cultures différentes, etc., je voulais vraiment travailler sur la dynamique du bouc émissaire et comment on peut désigner un groupe comme coupable de tous les maux du reste des personnes qui vivent ensemble. Donc, en fait, des dynamiques qu'on vit quotidiennement, notamment au niveau politique, etc. Et donc, il y a tout ça, toutes ces choses sur les relations humaines qui, pour moi, m'habitent énormément dans ce qui m'inspire pour créer des relations entre les danseurs, travailler sur les espaces, etc. Et donc, tout ça est un peu au service de cette réflexion sur le vivre ensemble. Il y a à la fois le message, les influences, le côté mélange de culture, mélange de temporalité. Ouais. Et tout ça crée ce spectacle, justement, qui dure combien de temps ? Il dure 55 minutes. 55 minutes. Avec 6 danseurs, donc. Ouais, c'est ce que je disais. Donc. Enfin, c'est ce que je disais, non. Mais tu le savais. Je me le suis dit dans ma tête. Ça va paraître un peu trivial, mais attendez la fin de mon propos avant de juger. Voilà. Mais ce que tu décris là, ça me paraît autrement plus intéressant et ça me fait penser en même temps à l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby qui s'est passée en France avec, si tu veux, ce qui était assez fascinant, c'est que tu voyais clairement que dans ce spectacle d'ouverture, on voulait montrer la France telle que les gens se la représentaient, telle que l'étranger et l'élite étrangère, ou on ne sait quelle élite, parce que je ne sais pas qui vraiment pense que c'est comme ça en France, mais si tu veux, tu avais Jean Dujardin qui était... Alors, c'était pas de la danse, hein, c'est pour ça que je dis parallèle comme ça, mais tu avais Jean Dujardin qui allait rechercher le ballon de Laetitia Casta en l'air pour la lui rapporter, tu avais des gens qui chantaient, machin. Enfin, je m'étais dit en voyant ce truc, parce que moi j'étais venue voir le match, je m'étais dit, on va ce truc, dis donc, en fait, on essaye de nous faire croire que c'est ça, la France, c'est le vivre ensemble. Et en fait, ce que tu décris là, même si ça n'a pas du tout la même finalité, ça me fait un peu penser à ça. Puis je me dis, moi, c'est ça que j'ai envie de voir. En fait, j'ai envie de voir des gens différents, la réalité, quoi. Bah oui, exactement. C'est-à-dire pas une fausse idée, une image d'Épinal, on dirait un petit peu. Pas une image d'Épinal. Et ça paraît bien intéressant, quoi. Bah ouais. Je pense que c'est important de montrer ce qu'on veut vivre aussi, même si ça peut être aussi idéaliste. Hein. Mais aujourd'hui, on voudrait beaucoup diviser pour régner, donc que les gens s'identifient à une communauté en particulier, n'aient pas d'interaction avec les autres, ou alors qu'elle soit contrôlée, etc. Alors que, par exemple, moi, dans le hip-hop, depuis que j'ai commencé le hip-hop dans les années 90, on a toujours été une communauté très ouverte, très cosmopolite, avec des gens, mais vraiment hyper différents au niveau de leurs origines, de leur religion, de leur vie, de leur milieu social, qui ont vécu ensemble et on ne s'est pas posé trop de questions les uns sur les autres. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans un truc où tu as le droit de parler que si tu viens de la communauté dont tu parles, des trucs comme ça. On voudrait que les gens se retranchent, en fait. Et du coup, moi, ça me Ce qu'on leur reproche par la suite. On et voudrait que les gens se reprochent, mais on le leur reproche après. Exactement. Et effectivement, ça va pas, quoi. Ça va pas. Et donc, c'est pour ça que moi, je voulais qu'on se réapproprie les couleurs du drapeau français. Oui, puis c'est Nancy Houston qui dit ça. Il faut proposer une autre histoire. Voilà. C'est à nous de le faire. Hein. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire c'est pas ça la réalité, donc c'est pas ça qu'on va montrer. En fait, montrons ce qu'on voit. Bon, là, en l'occurrence, la Coupe du Monde de rugby n'a même pas montré ce qu'on voyait, mais bref, montrons ce que ça pourrait être. Et puis, c'est à force de le montrer que ça proposera une autre histoire. Ah, c'est important, bien sûr, de faire ce qu'on a envie de voir et d'être positif, de montrer ce qu'on a envie qui se réalise ou qu'on croit possible, en tout cas, ou qui est possible. Hein. Voir qu'on connaît déjà, puisque, comme tu le dis, le milieu est très ouvert, quoi. Exactement. Ouais. C'est la réalité de ce qui se passe, justement, dans ce milieu-là de la danse, et donc, du coup, dans la société française en règle générale. Oui, il y a quand même plein d'espaces où la société française est hyper tolérante, hyper ouverte, les gens se rencontrent, et je me permets de redire, d'où l'importance de la culture, de lieux de rencontre, et de mixité, etc. Parce que c'est quand même, la culture est quand même suffisamment large. Alors, il y a le sport, il y a plein de façons de se rencontrer. Il y a le sport aussi. Il y a les différents
goût de chacun. Mais la culture, c'est quand même quelque chose qui est tellement vaste et qui recouvre tellement de disciplines artistiques que pour moi, c'est vraiment par excellence, c'est ce qui peut permettre de rassembler le plus de gens possible, effectivement. Et puis de pouvoir, comme je te dis, moi je n'y connais rien en danse, mais je viendrai avec plaisir découvrir un spectacle parce que peut-être que j'ai eu quelques expériences de spectacles où je me disais, bon, ça ne me parle pas. Mais c'est pas parce que... regarde, moi je suis fan de cinéma, je me suis pas arrêté au premier film qui me parlait pas en disant le cinéma, j'aime pas ça. Voilà, il faut aussi rester ouvert et de se dire que voilà, peut-être que ce spectacle-là m'a pas parlé, mais peut-être qu'un autre me parlerait. Et je trouve que moi j'en ai besoin en tout cas. C'est vachement important la danse. Moi je trouve que c'est un art qui te donne pas forcément les clés tout de suite. Ouais. Il y a un côté un peu au cinéma, tu as juste à suivre l'histoire et il y a des films qui sont complexes, mais la danse en elle-même, si t'as pas les clés, si t'as pas le pouvoir d'interprétation, d'imagination, eh ben, tu peux très vite te dire je reste à côté en marge et je rentre pas dedans. Tandis que le fait justement de voir là qu'on discute, qu'on voit quelles sont les intentions. Les intentions, voilà, les intentions derrière. Et ben du coup, je trouve que c'est intéressant parce que quand je vais venir voir Witch Hunting, je saurai ce que ça raconte et j'aurai une petite porte ouverte qui me permettra de rentrer plus facilement. Tu vois. Ouais, bah, c'est super intéressant ce que tu dis. Alors, il y a deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. C'est, toi, tu as l'air d'être quelqu'un d'hyper curieux, donc la culture te parle, tu découvres plein de choses. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plein de gens dans la population française qui ne savent pas qu'il y a des lieux culturels ou qui n'ont pas accès parce qu'ils n'ont pas les moyens ou qu'ils n'ont pas les transports, etc. D'où, encore une fois, l'importance du travail de terrain que font certains théâtres, certains établissements ou certaines institutions pour aller vers les gens ou les ramener à travers du travail de territoire, de sensibilisation, etc. Parce que ça permet justement de créer encore plus de vivre ensemble. Parce que sinon, on pourrait très vite se replier sur notre bulle de gens qui ont les moyens et le temps d'aller voir des spectacles. Évidemment, ouais. Et on regarde tous la même chose, mais on se pose pas la question de se dire il y a des gens qui connaissent pas et c'est pas grave. Alors que c'est dommage justement qu'on n'ait pas des repères communs, des événements communs comme ça qui nous permettent d'échanger aussi. Est-ce qu'à ce sujet, dans le théâtre public et dans le spectacle, dans les lieux publics, il n'y a pas une histoire de termes et de titres de spectacle notamment qui n'invitent pas forcément les non-initiés? Je m'explique, je donne un exemple. Par exemple, moi j'aime bien aller au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. La dernière fois que j'y suis allée, le spectacle s'appelait King Lear Machine ou je ne sais pas quoi. Shakespeare, donc. Voilà, mais si tu veux, ça s'appelait King Lear quelque chose, tu vois bien le genre de titre transformé avec et à la fois King Lear et à la fois ce qu'on en a fait nous, le réal. Ça marche. Au final, le spectacle parlait énormément du vieillissement, mais à travers King Lear, si tu veux, mais à travers la pièce de Shakespeare, donc le Roi Lear. Mais très honnêtement, j'ai regardé autour de moi, on n'était que, peut-être des habitants de Saint-Denis, mais on n'était que des gens qui avaient l'air assez initiés à aller au théâtre. Il n'y avait pas tellement de jeunes, il n'y avait pas tellement de gens que moi je croisais dans Saint-Denis autrement, si tu veux. C'est sûr. Notamment pas tellement de dames, dont je pense que si le spectacle s'était appelé Vieillir en EHPAD, ça les aurait beaucoup plus concernés en fait, parce que ça concerne tout le monde. Tu es sûr? Ça donne pas envie. Je te réexplique mon propos, je dis pas que... Je veux dire par là, et tu vois bien, mon propos est un petit peu extrême exprès, mais je me suis dit que si le titre avait davantage reflété ce que j'avais vu, à mon avis, ça aurait pu concerner... Enfin, c'était évident que... Je te dis EHPAD parce que pour le coup, les personnes en EHPAD, c'est les aïeuls et les parents et les grands-parents de toute la population française, Saint-Denis ou pas, tu vois ce que je veux dire. Je te dis pas que Vieillir en EHPAD était le meilleur titre pour ce spectacle. Mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, King Lear Machine ou un truc comme ça. Après, on joue sur le patrimoine aussi, tu vois, quand on crée des titres, c'est histoire d'attirer l'attention aussi. Bon, j'ai pas vu ce spectacle. Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que c'est difficile d'attirer des jeunes. Déjà parce que les jeunes, ils ont plein de trucs à faire, ils sont sur leur téléphone. Oui. Et puis parce que, effectivement, il y a certaines vies où t'as pas le temps, ou bien tu connais pas le théâtre, ou t'as peur d'y aller parce que tu te dis que de toute façon, ça va pas te plaire, c'est trop, ceci, cela. Donc, selon le projet du théâtre, effectivement, il va choisir soit des projets, soit une manière d'en parler, de sensibiliser les gens autour pour que ça attire. Mais c'est énormément de boulot. Bien sûr, c'est dans le boulot. Et il y a des, et tu vois, je sais, j'ai bien compris. Il y a des gens, il y a des théâtres, notamment des théâtres municipaux, qui se replient sur ce qui marche. Le
privé. C'est-à-dire, par exemple, du Aussi, stand-up, des choses qui passent à la Tout télé. à fait. Alors Le stand-up qui va dans les trucs publics. Moi, ça, c'est quelque chose que je dénonce parce que ça fait de la visibilité pour les politiques qui sont contents de montrer qu'ils ont invité telle personne connue et qu'il y avait de la fréquentation. Et ça permet d'augmenter le prix du billet aussi. Sauf que, en fait, comme je disais, c'est pas du tout le même travail que nous on fait dans le service public. C'est un travail privé qui est basé sur la rentabilité, etc. Où on investit de l'argent, on investit beaucoup d'argent pour faire ce genre de spectacle. Et qu'est-ce que ça veut dire d'autre aussi? Parce qu'on va dire, mais il y a moins de compagnies, il y a moins de théâtre, c'est pas grave, de toute façon, il y a toujours des spectacles. Mais sauf que si c'est que des spectacles qui viennent du privé, ces spectacles-là, en fait, qui décide qui va être connu, qui décide qui répondent à la demande. Attends, mais non seulement ils répondent à la demande, mais c'est surtout que c'est les médias qui décident qui est connu. Absolument. Et c'est pas 91 FM, hein. Non. Parce que moi, je veux bien, si c'est 91 FM, ça m'a l'air pas trop mal. Mais je veux dire, si c'est, je vais pas citer de nom, mais si c'est les grands médias qui décident qui a le droit de passer et qui est connu et donc qui va faire de l'audience et donc qui va être sur les scènes des théâtres dans les villes, en fait, on est dans une boucle fermée où il n'y a même pas d'échappatoire aux grands médias et où tu retrouves dans les scènes de la culture ce que tu retrouves à la télé. Donc ça va pas. Et moi, j'ai toujours dit qu'en même temps, du théâtre à la télé, on m'a toujours dit, mais les gens ne regarderaient pas. Moi, je pense que si tu mets du théâtre public ou des spectacles publics à la télé, peut-être que les gens dont on parle vont pendant 2 jours se demander ce qui se passe, puis en fait, finalement regarder, et puis trouver ça chouette. En fait, si on montrait davantage de... Alors après, on sait bien que filmer un spectacle, c'est pas toujours évident, le rendu, etc. Mais oui, je pense que tu as bien compris mon propos. Je suis sûre que les spectacles dont tu parles là, par exemple, ce serait hyper populaire auprès des jeunes, et on le voit bien. Enfin, moi, j'ai été enseignante. Quand on emmène des jeunes voir ce genre de spectacle, ils adorent, quoi. Ils ressortent. Mais attends, pourquoi ils y vont? Déjà, ils sont prêts à payer, je sais pas combien, pour aller voir Beyoncé. Donc, pareil, ils vont aller voir un spectacle d'un mec connu, mais ils vont pas aller voir beaucoup par an parce que ça coûte cher. Et souvent, pourquoi ils y vont? C'est pour se faire un selfie. Oui, voilà, pour dire j'y étais. Même s'ils aiment bien, mais il y a un petit côté validation sociale qui est très différent de la curiosité dont tu parlais, Simon, tout à l'heure. Je te parlais, moi, quand les enseignants les emmènent, c'est pour ça que je te disais. Ah oui. Alors, quand il y a un travail avec l'éducation nationale, ça, c'est super. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est hyper important. C'est la porte ouverte, justement. C'est l'une des portes ouvertes, comme il peut y en avoir beaucoup, mais qu'il n'y en a pas assez. Ça, il faut qu'il y en ait plus, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut valoriser. Ouais. Il y a l'éducation nationale, il y a les lieux qui sont vraiment insérés dans leur territoire et qui ouvrent les portes et qui disent venez découvrir et quitte à faire du tractage. Et puis il y a aussi les associations. Nous, on a reçu à part en live une association qui s'appelle Culture du Cœur. Je connais, qui ils font un super boulot. Qui aide justement à ouvrir et on a reçu des bénéficiaires là qui venaient, et notamment une dame toute mignonne qui disait moi j'étais sûre que l'opéra c'était pas pour moi, c'était pour les bourgeois, c'était pour et donc et j'y suis allée et je me suis rendu compte que j'ai adoré ça et j'ai rencontré des gens qui travaillaient à l'opéra et j'ai posé plein de questions sur comment ça marchait et c'était super. Puis maintenant moi j'ai envie de faire des châteaux parce que pareil on m'a toujours dit que les châteaux c'était pour les princesses. Et maintenant je me dis que si j'ai été à l'opéra je peux aller dans les châteaux et voilà. Et donc du coup voilà, c'est une ouverture et il y a un côté justement de dire réappropriation du patrimoine. Voilà, vous êtes invités, on peut pas tout aimer, bien sûr. Si ça vous plaît pas, au moins vous auriez découvert, vous saurez pourquoi ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais au moins on vous aura invité à découvrir. Et pour une personne pour qui ça plaît pas, peut-être qu'il y a 5 ou 6 pour qui ça va être l'émerveillement total. Et ça, c'est beaucoup de travail, effectivement. C'est aussi beaucoup de moyens que malheureusement on a de moins en moins. Mais c'est ça qui fait justement que la population s'enrichit et vit des moments comme ça qu'on a tous le droit de vivre, quoi. Pas et puis de sentir que par exemple les monuments historiques français ou le patrimoine français comme l'opéra, ça nous appartient aussi, même si t'aimes pas, de pas te dire de toute façon c'est pas pour moi. Ça c'est hyper dommage. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. S'il y a bien un truc qui ne devrait pas être élitiste, c'est la culture. Bah oui. Et la culture, c'est pour tout le monde, par tout le monde. Et on n'est pas obligé de tous aimer tout. Non, mais au moins se dire, c'est possible. De ne pas se sentir mis à côté, c'est exactement. Ça qui convient pas. Je ne suis pas obligé d'y aller si je veux pas, mais si j'ai envie, je sais que je peux pousser la porte. Voilà. Et quoi qu'il arrive, je suis chez moi, dans un opéra, dans un château, dans une salle de théâtre, n'importe où, quoi. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu disais que parfois tu vas voir un spectacle de danse et tu as l'impression que tu n'as pas les codes, etc. En fait, un spectacle n'a pas obligatoirement un propos pour pouvoir exister.
Bon, moi, j'ai souvent un propos, j'ai souvent beaucoup de symboles, beaucoup de manières dont moi je travaille avec différents prismes qui font que y a plein de manières d'interpréter. Et même si on comprend qu'une partie, je sais très bien que tout le monde ne va pas forcément penser à tout, ce à quoi j'ai pensé, ou va pas penser à d'autres choses. Mais on peut aussi avoir envie de voir un spectacle de danse juste parce que les gens sont investis quand ils dansent et que ça transmet quelque chose. Et si ça ne raconte rien, c'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que ça reste un langage universel, un langage d'empathie, un langage émotionnel. C'est aussi la force de la danse. Après, il y a l'extrême qui pourrait... Enfin, pas l'extrême, mais si... après, il faudrait définir ce que c'est qu'un spectacle de l'art, la culture. Et est-ce que, par exemple, un battle, quelque chose de très performatif, ça reste de la culture, ou est-ce que... Est-ce qu'il faut que ce soit travaillé pour que ce soit de la culture? Voilà, c'est plein de questions différentes. Je pense qu'il y a plein de manières d'y répondre, et ça dépendra des projets de chacun, hein, que ce soit les gens qui programment, les artistes, etc. Moi, je pense que tant qu'il y a de l'intention et de la culture, après, Ouais. avec Claire-Marie, on a Attends, fait... je note cette phrase. Tant qu'il y a de l'intention. On est quel jour? Simon. Tant qu'il y a de l'intention et de la culture. Non, c'est pas mal, je trouve. Hein. Moi, je la trouve bien. on fait de l'impro, on vient du monde de l'impro avec Claire-Marie. Et c'est vrai que c'est pas écrit, mais pour moi, c'est de la culture. Enfin... c'est toujours pareil, Simon. Quand il y a de l'intention de bien jouer et d'offrir un beau spectacle d'impro à son public, oui. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais comme dans tous les spectacles ou dans tous les arts. Oui, est-ce que tu es là pour te faire plaisir toi, ou est-ce que tu es là pour faire plaisir à tout le monde en même temps que tu te fais plaisir? Plus on est de gens à communier, mieux c'est. Exactement. Ouais, je pense que l'idée de communion est de vouloir transmettre, l'intention de transmettre quelque chose, et si possible quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que avoir une intention, c'est bien, mais si c'est une intention superficielle ou qu'on maîtrise pas, mais si à la fois tu as l'intention de transmettre, et que la chose que tu as envie de transmettre, elle est importante pour toi, tout de suite, je pense que ça va parler à... Ça prend une dimension supérieure, quoi. Et merci beaucoup. Wow. Bon, voilà, on va écrire une thèse. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette interview restera dans les mémoires, je pense. On a appris plein de choses, c'était passionnant. Merci beaucoup d'être venu à notre micro pour transmettre cette passion et nous apprendre plein de choses. Et ça donne vraiment envie d'aller découvrir ton travail. Merci beaucoup. Donc on se rappelle, alors on va revenir sur quelque chose de très concret. Donc la compagnie, c'est la Compagnie Par Terre. Il y a un site internet. Oui, compagnieparterre.fr. Voilà. Il y a le spectacle Witch Hunting qui tourne au mois de novembre. Donc on a 4 spectacles qui tournent en ce moment. Oui. Le spectacle Witch Hunting, qui est le tout dernier en fait, va être joué au Rocher de Palmer, près de Bordeaux, le 14 novembre. Au Centre culturel Oudremont, dans 93, le 21 novembre. Venez nombreux. Et au Théâtre Molière à 7, le 28 novembre. Après, il y a toute une tournée en Allemagne, en France, qui reprend à la rentrée. Il y a aussi le spectacle Matière Première qui tourne avec les danseurs urbains et traditionnels africains. Ouais. Le solo Superstra et le trio Underdogs aussi, qui sera à l'Opéra de Massy l'année prochaine. Et donc, si vous pouvez pas voir les Pêcheurs de Perles parce qu'il n'y a plus de place, vous pouvez toujours venir voir Underdogs. Qui fait partie de la saison 2025-2026. Ouais, qui passe à l'Opéra de Massy là prochainement. Courant 2026. Ouais, courant 2026. D'accord, très bien. Voilà. Et on viendra découvrir justement le spectacle de la compagnie. On peut aller. Vous êtes sur les réseaux sociaux également? Oui. Sur Instagram, c'est annenguyen.si-par-terre. Sur Facebook aussi. Là, j'ai pas le truc, mais si vous allez sur mon site compagnieparterre.fr, vous retrouvez tous les liens. Sur YouTube aussi. Big Girl Annen Nguyen. On a pas mal de vidéos. Je fais pas mal de podcasts où j'interviewe des danseurs, des choses comme ça. Il y a des interviews, on mettra sûrement la vôtre aussi dessus. Avec plaisir. Et puis, il y a des teasers, j'ai mis aussi des films, parce que j'ai fait des petits courts-métrages sur la danse. Donc, vous pouvez les retrouver. C'est vraiment intéressant pour ceux qui s'intéressent à la danse d'aller fouiller un petit peu sur notre site. D'accord, très bien. On a tous les liens sur le site compagnieparterre.fr. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Très bien, merci à toi. Dernier mot musical, c'est toi qui l'as en tant qu'invité et tu as voulu qu'on diffuse, justement, on en parlait tout à l'heure,
la musique de Witch Hunting, Voilà, ou l'une des musiques. C'est une des musiques originales de Witch Hunting. Voilà. Et en fait, vous allez voir, c'est assez particulier parce que dans Witch Hunting, je veux parler de pluralisme. Et pour représenter le pluralisme, j'ai choisi, dans une des musiques, de travailler sur des sons qui font communauté, des musiques qui font communauté. Et en fait, pour parler de ça, j'ai choisi des musiques religieuses. Donc vous allez voir, on allie à la fois ce patrimoine-là et un son derrière qui s'appelle du Qom. C'est de la techno sud-africaine. Donc c'est quelque chose de très moderne, de très industriel, qui rassemble aussi, qui quelque part unifie et qui donne un côté très industriel. Mais en même temps, on a ces résurgences de sortes de prières un petit peu de différentes origines. Donc j'ai choisi exprès des choses qui ont un sens positif et qui divisent pas, qui peuvent rassembler. Donc des paroles d'amour, des paroles de festivité, etc. Et en fait, l'idée, c'est que les choses se répondent et puissent exister sans obliger l'autre à ne pas exister. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, on découvre avec grand plaisir, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, faut voir Witch Hunting du coup pour pouvoir réécouter cette musique et voir ce qu'on en fait au niveau danse. Et de voir visuellement effectivement ce que ça donne, mais comme ça donne un petit côté un teaser quelque part, de se dire mais comment on peut danser là-dessus, comment ça peut être. Et ben voilà, ce sera Witch Hunting que vous pourrez retrouver en tournée un peu partout. Merci encore, Anne, d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Et merci à nos auditeurs et auditrices qui nous ont suivis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures culturelles.